En 1973, l'homme politique et écrivain français Alain Peyrefitte publia un livre culte, Quand la Chine s'éveillera. Le monde tremblera. Et il n'a pas eu tort, ce bon vieux Alain, car pendant la seconde moitié du XXe siècle, la Chine est devenue une vraie puissance mondiale. Et même si la fin de la Seconde Guerre mondiale marque l'arrêt des dominations étrangères, la Chine reste un pays pauvre et en partie ravagé. Déjà, elle connaît la terrible occupation japonaise de 1937 à 1945. Puis, de 1946 à 1949, éclate une guerre civile qui oppose les nationalistes de Chiang Kai-shek aux communistes de Mao Zedong qui remportent la victoire. Du coup, la question qu'on va se poser, c'est quelle voie la Chine a-t-elle suivi pour s'imposer comme une grande puissance ? En 1949, le PCC, le Parti communiste chinois dirigé par Mao Zedong, remporte, comme je vous l'ai dit, la guerre civile. Les nationalistes se réfugient alors à Taïwan, une île sous protection américaine. Et le PCC prend en charge un pays meurtri et divisé par des décennies de guerre et de domination étrangère. L'enjeu central, c'est l'agriculture, parce qu'elle mobilise 3/4 des travailleurs du pays, mais peine à nourrir sa population de 500 millions de personnes. En 1950, la Chine signe un traité d'amitié, d'alliance et d'assistance mutuelle avec l'URSS, qui avait soutenu le PCC pendant la guerre civile. Et le nouveau régime chinois imite le régime soviétique. L'économie est collectivisée, l'industrialisation est très intense, et l'URSS envoie par exemple des milliers de techniciens pour aider la Chine à construire des usines et des équipements. Pékin va même suivre Moscou et soutenir les combats communistes en Asie dans une logique de guerre froide contre l'impérialisme américain. De 49 à 54, la Chine soutient ainsi le Parti communiste indo-chinois pendant sa guerre d'indépendance contre la France. Et pareil, de 50 à 53, pendant la guerre de Corée, avec Mao qui mobilise des centaines de milliers de volontaires pour aider la Corée du Nord à envahir son voisin capitaliste du Sud. Mais à partir de 56, la Chine et l'URSS rompent progressivement leurs relations pour plusieurs raisons. D'abord, le PCC s'oppose à la déstalinisation menée par Khrouchtchev en 53, qui condamne les crimes de Staline et le culte de la personnalité mené par le PCUS. Ensuite, Mao critique d'une part la politique de coexistence pacifique avec les États-Unis, toujours menée par Khrouchtchev en 56, et d'autre part la politique de détente appliquée par l'URSS et les USA après la crise de Cuba. Pour Mao, c'est une trahison inacceptable avec l'ennemi américain. Et enfin, la Chine accuse l'URSS de ne pas leur fournir toute l'assistance technique et financière dont ils ont besoin pour rester indépendants, notamment pour obtenir la bombe nucléaire. Vous l'aurez compris, c'est plus le gros love entre les deux puissances communistes, quoi. Du coup, la Chine devient donc une puissance indépendante, qui dénonce aussi bien l'impérialisme américain que soviétique. Mao considère même que la Chine est le leader du monde communiste. Elle devient officiellement une puissance nucléaire en 1964. Et même si elle parvient à nouer des liens avec quelques pays occidentaux ou des pays du tiers-monde, elle s'isole et se prive de gros alliés. C'est le côté négatif de sa rupture avec l'URSS. Mais à partir des années 70, la Chine parvient petit à petit à sortir de son isolement. Son ministre des Affaires étrangères, Zhou Enlai, fait tout pour réinsérer son pays dans le jeu diplomatique. Il se rapproche de Nixon et des USA en 71 pour faire l'URSS et voit la Chine devenir membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU la même année. Elle prend la place de la Chine nationaliste, c'est-à-dire Taïwan, ce qui lui donne un bon gros poids diplomatique. En 1976, Mao meurt et à ce moment-là, la Chine est devenue une puissance diplomatique et militaire, mais toujours limitée. Elle est membre de l'ONU et elle a l'arme nucléaire, mais elle reste assez isolée. De plus, la vigueur du maoïsme s'impose. C'est un courant intellectuel qui séduit les intellectuels d'extrême gauche occidentaux en quête d'un modèle communiste différent du stalinisme. Il renforce la puissance et le rayonnement de la Chine dans le monde. Par contre, niveau économique, c'est pas top du tout. Mao a lancé deux grandes politiques intérieures qui n'ont pas du tout marché. Pire, elles ont grave fragilisé la Chine. Il y a d'abord eu le grand bond en avant qui avait pour but de rattraper et de dépasser l'URSS en mobilisant les paysans pour industrialiser au max les campagnes. Mais ça n'a fait que désorganiser la paysannerie et créer une immense famine. On parle de 20 millions de morts. Mao a aussi essayé la révolution culturelle, qui devait transformer radicalement la société chinoise en la nettoyant de ses anciennes élites et de ses éléments bourgeois. Du coup, en 1979, le PIB par habitant chinois est de 800 $, alors qu'il était de 5700 à Taïwan. Et en plus, la Chine doit faire face à une inquiétante explosion démographique, car elle passe de 550 millions d'habitants en 1950 à 965 millions en 1979. C'est énorme. En 1978, Deng Xiaoping, le successeur de Mao, lance la politique de l'enfant unique, dans le but de stabiliser la population chinoise. Il lance aussi la politique des 4 modernisations, agriculture, industrie, sciences et technologies et défense nationale. Il va également mettre en place une économie socialiste de marché, c'est-à-dire une économie où le libéralisme se développe dans un système politique autoritaire et toujours communiste. Ce changement économique va permettre à la Chine une grande avancée, débarquer dans le game de la mondialisation grâce à un très bon atout, sa main-d'œuvre très nombreuse et à bas coût. Mais l'ouverture économique de la Chine commence progressivement. Pour rattraper le retard technique et attirer les capitaux, les investissements directs étrangers sont favorisés dans les zones économiques spéciales, les ZES, et modernes. La Chine devient donc rapidement une grande puissance économique intégrée au système économique capitaliste. En 2001, elle rentre à l'OMC et commence à jouer un rôle important dans les institutions économiques internationales. En 2010, elle passe même devant le Japon en devenant deuxième PIB mondial. Elle devient le partenaire commercial principal de plus en plus de pays. Et puis la Chine reste un régime autoritaire et dictatorial avec un parti unique au pouvoir. La 5e modernisation, elle se fait un petit peu attendre par une grande partie de la population. Et les inégalités de développement restent nombreuses, notamment entre la Chine littorale et la Chine intérieure. Pour info, comme je vous le disais, la population est de plus en plus impatiente et active. Elle agit pour tenter de faire bouger le régime, comme en 89 sur la place Tiananmen.